C'est Eric Briand, donc je suis consultant Zenica Nantes aussi. Ça fait une dizaine d'années que je touche un petit peu à tout. Donc j'ai fait pas mal de Java, maintenant je fais aussi pas mal de JavaScript. Je suis co-organisateur du Docker Meetup, donc le DevOps aussi ça me plaît beaucoup. Et Electron en fait j'y suis venu parce que un jour j'ai vu Atom, donc l'IDE de chez GitHub arriver, et j'ai voulu voir comment c'était fait derrière, et du coup c'est le framework Electron. Donc on va vous présenter tout ça. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de définir qu'est-ce que c'est Electron, vraiment en quoi c'est un projet intéressant. On va vous présenter l'écosystème, l'architecture, donc comment une application Electron finalement va se présenter, va se découper. On va faire une session de live coding, donc où on va faire une petite application à un même générateur. Et on va parler après de tout ce qui est stratégie de build, testing, packaging, et puis partager nos retours un peu par rapport à la techno, donc ce qu'on en pense. Donc la première question qu'on peut se poser, on est Web Today, nous on parle de desktop, on n'est pas bourré, c'est encore tôt le matin. Et donc pourquoi faire du desktop en 2016 ? Déjà, dans le monde du web, on a encore des limitations. Donc on ne peut pas accéder à toutes les fonctionnalités d'un OS hôte. Typiquement, le système de fichiers, on ne peut pas y accéder comme ça, rien que pour des problèmes de sécurité. Donc typiquement, une application desktop, il y a encore beaucoup de fonctionnalités qu'on ne peut pas faire en web. Il y a aussi un confort d'utilisation. Tout ce qui est raccourci clavier, menu contextuel, menu système, c'est encore quelque chose de très compliqué de faire en web. On peut y arriver, mais ce n'est pas vraiment évident. La monétisation aussi d'une application, une application web, pour la monétiser, c'est un peu compliqué. Avec les stores, la généralisation des stores, côté Windows, côté OS X, d'avoir une application desktop, ça permet de la monétiser plus facilement. Et le dernier point moi, que je trouve intéressant aussi, c'est la visibilité sur un poste. Typiquement, quand on va faire le live coding, on va voir l'icône Atom. C'est quand même intéressant finalement de voir l'icône, de pouvoir cliquer dessus facilement. Ça donne une confort d'utilisation qui est quand même pas négligeable. Mais aussi, du coup, pourquoi faire du desktop avec des technologies web ? On est en 2016 et l'écosystème web, il est juste énorme. Il y a vraiment de tout. Il y a des frameworks dans tous les sens, tous les jours il y en a un nouveau. Il y a vraiment énormément de choses. En plus, c'est une communauté très très open source. Quasiment l'intégralité des projets, c'est open source. Maintenant, un projet, s'il n'est pas open source, on ne s'en sert même pas. Et avec V8, qui est maintenant de là depuis quelques années, vraiment maintenant, on a des performances qui sont vraiment quasiment comparables à du natif. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de développer avec ça. Et objectivement, c'est beaucoup plus simple de développer une page web que de développer une application avec un MFC Windows ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est quand même relativement simple. On va voir avec le live coding, on va tout de suite faire une application très rapidement. Donc c'est avec tout ça que finalement, GitHub a créé Electron. Donc au départ, Electron s'appelait Atom Shell. Donc c'était vraiment développé pour l'éditeur Atom. Ils ont créé vraiment ça dans l'idée de vraiment faire un framework qui va être facilement hackable. Et du coup, c'est pour ça que les technologies qui doivent être utilisées sont simples. Donc le projet est open source. Il va vous permettre de faire des applications multi-plateformes. Donc il y a Mac, Windows et Linux qui sont gérés. C'est open source, c'est sur GitHub et c'est open source depuis 2014. Ça a été initié en début 2013 et c'est devenu open source juste après la publication d'Atom. Donc la vision macro en fait d'Electron, on voit que GitHub finalement n'a pas réinventé la roue. Ça va être du Chromium, du Node.js et du V8. Donc Chromium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet open source qui est derrière Chrome. Donc c'est tout ce qui est Chrome mais sans la surcouche Google. Node.js, donc c'est le serveur d'application en JavaScript qui va vous permettre de développer votre back-end en JavaScript. Et les deux, ce qui est intéressant, c'est que les deux fonctionnent sur le même moteur, donc le moteur V8. Donc on a vraiment la même technologie qui est partout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on verra quand on développe, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une des forces d'Electron. Les principales fonctionnalités que offre Electron, donc ça va être d'abord tout ce qui est mis à jour. Donc là, on est sur du desktop. Donc c'est pas comme un site web où il suffit juste de rafraîchir une page et d'avoir la mise à jour. Là, il va falloir gérer tout ce qui est mis à jour. Donc dans Electron, il y a déjà ce qu'il faut.
Il y a aussi tout ce qui est intégration native avec les menus et les notifications. Donc là, on verra, c'est très très simple de créer un menu vraiment comme une vraie application. Il y a aussi tout ce qui est reporting d'erreurs. Donc c'est encore important, vu qu'on est sur des applications qui sont sur des postes clients, bah, il faut avoir un mécanisme pour récupérer derrière tout ce qui est erreur. Le debugging et le profiling, en fait, vu qu'on est sur des technologies Chromium, Node, il y a déjà plein d'outillages. Donc là-dessus, encore une fois, pas besoin de réinventer la roue. On verra quand même qu'il y a des spécificités à Electron, et du coup, il y a déjà des plugins pour ça. Et tout ce qui est Windows Installer, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, et Electron vous accompagne pour faire des installeurs. Au niveau de l'activité en fait, du projet, donc, il a à peu près plus de 30 000 stars. Donc ça fait de lui en fait, ça fait de lui un projet aussi populaire que Swift ou Grails. Donc c'est quand même quelque chose qui est, voilà, Swift c'est un peu un langage qui est quand même pas mal plébiscité en ce moment. Et donc c'est quand même un projet très très populaire. Il a à peu près 3000 forks et un peu plus de 300 contributeurs. Ça, ce chiffre-là, par contre, c'est quand même assez concentré finalement comme développement, parce qu'un projet qui est à peu près aussi populaire comme Docker, bah, c'est genre 4 fois plus de contributeurs. Donc c'est sur GitHub, hein, donc vous pouvez tous contribuer. Il faut juste rentrer dans le code, quoi. Au niveau des releases, donc c'est un projet qui est vraiment très 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 actif. Donc plus de 200 releases depuis qu'ils l'ont passé en open source. Donc ils ont essayé de se fixer comme objectif de faire une release toutes les semaines et une majeure tous les mois. Le rythme de release, en fait, il s'explique aussi parce qu'ils essayent toujours de coller à la dernière version de Node et à la dernière version de Chromium et la dernière version de V8. Donc en fait, ils veulent toujours vous proposer un framework qui est toujours à jour. Et comme ça, vous pourrez profiter de toutes les dernières fonctionnalités de toutes ces stacks. Il y a aussi donc le passage en 1.0, il s'est accompagné surtout avec une refonte du site et qui est devenu très très complet avec beaucoup de docs. Donc la doc est vraiment très bien faite. Elle vous accompagne vraiment de bout en bout. Ils ont publié aussi une petite application en fait pour faire des exemples de code. Donc ce matin on a regardé, c'était en 1.2.2. Bon, peut-être ça a changé entre le moment où on a commencé le talk. Hein. C'est vraiment très actif. Au niveau des alternatives, on a voulu en lister deux. Donc Node WebKit. Donc finalement, Electron est une alternative à Node WebKit parce qu'en fait, c'est un projet qui existe depuis plus longtemps. Donc c'est un projet qui est sponsorisé par Intel, donc qui utilise les mêmes technologies. Hein. Donc c'est du Chromium et du Node.js aussi. C'est un projet qui, par contre, enthousiaste moins. On n'a pas creusé très loin, mais bon, on a trouvé quand même que pour développer, c'était moins évident. On a aussi voulu parler de React Native, donc qui est quand même une application plus actuellement pour faire du natif mais mobile. Mais il commence à avoir la velléité d'aller sur le desktop. Donc typiquement, Microsoft et Facebook, ils ont annoncé que Windows 10 allait gérer React Native directement avec leur plateforme. Donc il faut voir dans l'avenir, vu que c'est un projet qui est quand même en train de prendre pas mal de parts de marché, ça peut être intéressant de le suivre aussi. Donc les applications qui ont été développées avec Electron, bah, je pense que dans la salle, vous en avez peut-être tous au moins utilisé une. Donc la première, forcément, c'est Atom. Après, il y a Slack, donc, qui est un logiciel de chat. Visual Studio Code de chez Microsoft, donc leur nouvelle version de Visual Studio, bah, ils l'ont fait avec Electron. Et après, derrière, c'est Kitematic, donc une interface de chez Docker pour commencer à rentrer dans la technologie. Donc c'est assez intéressant pour voir un peu comment ça marche. Et Postman, bon, pour tous ceux qui ont fait du développement des appels REST, ils ont à un moment ou un autre fait du Postman. Et il y a vraiment une myriade d'applications. Tous les jours, il y en a des dizaines qui sont créées. Elles sont gratuites, elles sont payantes, elles sont open source, elles ne sont pas open source. Il n'y a pas il n'y a vraiment aucune limitation. Vous pouvez vraiment, vous pouvez vous lancer dans la technologie et directement publier votre application. Donc on va rentrer plus maintenant dans le code en lui-même. Alors du coup, avec Electron vient en fait tout un ensemble de plugins qui ont été soit développés par GitHub eux-mêmes, soit par la communauté. On les a classés à peu près en 4 genres de plugins. Donc tout d'abord les plugins visuels avec par exemple un plugin qui a été développé par la communauté qui s'appelle Photon, qui est une espèce d'alternative à Bootstrap qui va plus s'orienter vers des designs Mac. On va avoir aussi donc des packagers, il y en a qui arrivent
directement de GitHub qui sont très simples d'utilisation, mais il va y en avoir d'autres plus spécifiques développés par la communauté, par exemple qui vont cibler Red Hat ou Debian. On va avoir aussi tout un ensemble donc, de tools qui vont être plus à destination du coup des développeurs, avec par exemple une console d'outils de développement pour les fenêtres qui est plus évoluée que ce qu'on peut avoir par exemple directement dans Chrome. Et on va avoir aussi tout un ensemble de systèmes en fait, de mise à jour, puisque étant donné que votre application n'est pas stockée sur un serveur, forcément il va falloir mettre en place des stratégies pour mettre à jour votre application. Donc si on rentre un petit peu plus en détail de la vue macro que Eric nous a présenté tout à l'heure, donc on retrouve donc, cette partie main process qui va être plus l'aspect back-end en fait, de votre application, qui va donc tourner en fait, dans une boucle de ce moteur V8 et qui va avoir à disposition en fait, toute l'API de Node. Et donc les render process vont avoir eux aussi en fait, chacun leur boucle du moteur V8. Donc ils vont être isolés en fait les uns des autres. Et petite particularité d'Electron, c'est que ici aussi l'API de Node est disponible, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc si on voit un peu plus en détail, donc le main process, comme je vous l'ai dit, il s'adresse plutôt à la partie back-end. Il va d'abord avoir un principal rôle, ça va être de gérer vos fenêtres en fait, les différentes instances de vos fenêtres, et de pouvoir du coup toujours vous donner une référence à celle-ci. Il va aussi vous permettre d'effectuer en fait tous les accès au système. Electron fournit en fait tout un ensemble d'API qui vont vous permettre de gérer en fait les principales fonctionnalités du système, à savoir par exemple tout ce qui est menu, qui est gestion du système de fichiers, donc par exemple toutes les fenêtres pour aller ouvrir des fichiers ou en enregistrer. Et on va pouvoir aussi en fait réaliser toutes les opérations coûteuses pour éviter du coup de bloquer votre utilisateur. On va les réaliser en asynchrone du coup sur cette partie back-end. Pour le render process, donc lui du coup il va être en charge bien sûr de l'affichage du DOM, puisque tout simplement avec Electron c'est une page web qui est affichée dans une fenêtre. On va gérer donc classiquement toutes les interactions utilisateurs avec tout un ensemble d'event listeners. Et donc comme je le disais en fait, chaque fenêtre est isolée, possède son propre renderer process, qui du coup est une itération de ce V8. Mais il va falloir mettre en place du coup des stratégies pour communiquer aussi bien entre les fenêtres que du coup avec le back-end. Donc là, Electron, enfin GitHub plutôt, n'a pas réinventé la roue. Ils ont appelé leur système de communication IPC, donc Inter-Process Communication, qui est déjà présent en fait dans Chrome pour assurer la communication des différents onglets en fait du navigateur. Et donc ça va vous permettre en fait voilà, d'envoyer des messages depuis une fenêtre vers le back-end. Et le back-end, lui, va avoir un rôle de passe-plat. Soit il traite le message, soit il le renvoie vers une autre fenêtre, par exemple. Maintenant, on va passer donc, du coup à la partie démo. Donc, comme Eric l'expliquait, on va faire une petite application de même générateur et on va vous montrer du coup un petit peu les API d'Electron. Donc on va commencer en fait déjà par juste vous montrer l'organisation d'un projet. Hein. Donc pour ceux qui ont fait du Node, hein, ça doit pas vraiment vous choquer. Hein. On a un package JSON donc qui va définir l'application, ses dépendances, ce genre de choses. Après derrière on va avoir un main.js donc qui va être l'initialisation de votre application. Et l'index HTML, ça va être donc la première page web qu'on va afficher dans notre application. Donc c'est du HTML standard, hein. Il n'y a aucune finalement spécificité à Electron. Donc comme je vous disais, on est donc sur du V8. Donc il faut savoir que le moteur V8 gère 93% de tout ce qui est ECMAScript 2015. Donc on peut utiliser du ECMAScript 2015 facilement. Donc on a l'API Node hein, du require. Donc pour démarrer l'application, on va faire un require sur Electron, on va récupérer l'application. Et quand l'application est prête, c'est là qu'on va créer notre première fenêtre. Donc la fenêtre, on l'a créée en faisant browser window. On définit, donc là, ici, on va juste définir la taille de la fenêtre en pixels. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres propriétés qu'on peut passer pour la création de cette fenêtre. Donc après...
on va utiliser l'API Node, hein, donc ça, PAF, c'est vraiment l'API Node standard, donc pour juste finalement récupérer notre page web. Donc ici, pas besoin que notre page soit sur un serveur, sur un Apache, sur un Nginx, ce que vous voulez. Là, on peut directement la requêter depuis le système de fichiers. Donc pour démarrer notre application, on a juste besoin de faire ça. Après, ben, on lance notre application. Et voilà, donc premier affichage directement juste avec notre page web basique. Ce qu'on peut noter du coup, là on ne le voit pas trop bien parce que le projecteur mange, mais en fait on a déjà un menu système qui est disponible et en fait on voit, on peut ouvrir des DevTools comme sur du Chrome. Donc là, encore une fois, on s'y retrouve très facilement. Donc maintenant qu'on a fait notre main process, on va vouloir du coup commencer à gérer un peu plus côté renderer process. Donc pour faire notre renderer process, bah, c'est ni plus ni moins qu'un JS qu'on va mettre dans notre page. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une liste en dur d'images. Donc pour afficher notre image, bah, on va faire un peu de templating. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'Electron ne va pas vous imposer un moteur de templating, ou un style CSS ou du routing, etc. Vous utilisez les technologies que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites du développement web. Donc là, Ivonik, il va juste faire un peu de templating vanilla JavaScript, juste pour montrer que voilà, on n'est pas obligé de faire du moustache ou ce genre de choses. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que du coup, bah, on est sur un seul navigateur, Chromium. Donc vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités que Chromium gère. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah, sur IE8, ça ne va pas marcher ». Là, vous pouvez vous lâcher. Donc typiquement, pour notre templating, on a utilisé du Flexbox, qui est très bien géré par Chromium, mais qui est moins bien géré par Internet Explorer. Donc ça c'est quand même un soulagement. Quand même. On est encore dans le monde V8, hein, donc du coup, pareil, on a le même langage de programmation, que ce soit dans le renderer process ou dans le main process. Et on peut accéder directement au système de fichiers. Donc pourquoi on peut accéder au système de fichiers depuis le renderer process? Bah, c'est juste parce que c'est du Chromium, mais désandboxé. La sandbox, c'est ce qui vous permet d'isoler une page web de votre système. Bah là, ils l'ont fait sauter pour pouvoir interagir avec le système de manière native. Et voilà. Du coup, si on peut s'arrêter là-dessus, il y a une petite fonctionnalité qui, quand même, depuis quelques temps déjà, est très appréciée des développeurs, c'est tout ce qui est rafraîchissement à chaud. Je pense que c'est vraiment une aide. Et donc, du coup, là, une personne de la communauté a développé un plugin qui s'appelle Electron Connect, qui en fait met à disposition une API qui va permettre de piloter vos process, par exemple, à partir d'un Gulp, d'un Webpack, Browserify, peu importe vos préférences. Et du coup, on va pouvoir utiliser cette API pour venir recharger l'application en fonction des changements. C'est-à-dire que là, si par exemple, j'enlève la partie du titre et que je mets à jour, on voit bien que voilà, le titre est parti. Petite particularité, c'est que dans le cas où on modifie côté renderer process, ça va uniquement recharger la fenêtre. Alors que si par exemple, je mets à jour la largeur de ma fenêtre, là, il va recharger l'application. Donc maintenant qu'on a fait un bouchon donc côté renderer process, on va faire le bouchon, mais maintenant côté main process, côté back-end. Donc pour pouvoir communiquer entre les deux, on va utiliser donc IPC, donc l'Inter-Process Communication. Donc pour ce faire, en fait, ça va être la syntaxe que les développeurs Node connaissent aussi. Hein. C'est la classe Event Submitter qui va vous permettre en fait d'écouter sur des événements et d'émettre des événements. Donc pour récupérer l'IPC, donc on va côté renderer, donc on va faire un require sur Electron, on va avoir notre IPC côté renderer, et là on va envoyer un message. Donc une fois qu'on a envoyé ce message, donc il est seulement à destination du main process. On ne peut pas envoyer de message IPC entre deux renderer process. Donc le main process, lui, va récupérer ce message, et du coup va déclencher un traitement en fonction de ce message. Donc là, typiquement, on va écouter sur donne-moi les mimes, et puis on va lui renvoyer la liste. Il faut savoir aussi que côté main process, on ne peut pas déclencher d'événement. C'est forcément le main process sera forcément à l'écoute d'un événement. Il va pas pouvoir de lui-même déclencher des événements.
on a l'événement et puis du coup on renvoie. Donc là on voit qu'on utilise l'événement qu'on nous a envoyé pour pouvoir envoyer un message. Parce que depuis ipsemain on ne peut pas faire de send. C'est juste ce petit point à faire attention. Et donc côté renderer, une fois qu'on récupère cette liste d'images, on va pouvoir du coup faire notre rendu directement. Donc on ne change pas la syntaxe, on peut toujours accéder au système de fichiers. Hein, c'est pas parce qu'on récupère des informations depuis le main process qu'on doit changer la manière de faire. Et voilà, on a exactement le même comportement, mais maintenant les informations viennent du main process. Autre petit point à noter, donc GitHub a développé donc pour les besoins du développement en fait sur Electron un petit utilitaire, en fait une petite pas une petite surcouche mais un ajout de plugin en fait dans les outils dans les DevTools. Alors du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit ça un peu mieux. Donc là on voit qu'il y a un onglet en fait DevTron qui a été ajouté. Et donc si je clique dessus, en fait, on va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc on va pouvoir par exemple regarder l'ensemble des event listeners en fait, de notre application. Donc par exemple là, si je vais dans le renderer process, je peux voir ici en fait celui qu'on vient de coder avec du coup l'implémentation qui est liée. On va avoir des outils qui vont permettre de regarder en fait la communication entre nos différents process, où on va pouvoir par exemple faire du linting spécifique à Electron, c'est-à-dire pas tant sur la qualité de votre code, mais plus sur est-ce qu'il y a des comportements en fait, que vous n'avez pas codés dans l'application. Donc par exemple là on voit qu'on n'a pas géré le cas où notre application est crash ou le cas où elle ne répond pas. Et donc du coup ça nous permet de nous prévenir par rapport à ça. Donc maintenant qu'on a fait nos bouchons, on va rajouter du coup la possibilité de rajouter des images. Donc nos images, il va falloir aller les chercher sur notre machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a rajouté un petit div qui va nous permettre de, quand on clique dessus, de déclencher l'ouverture de fenêtre. Donc c'est l'ouverture de fenêtre, donc de dialogue système, c'est toujours côté main process. Donc il va falloir qu'on ouvre une fenêtre côté main process. Donc on envoie un message côté main process. Et quand on a cet événement, on va déclencher donc l'ouverture d'un file dialogue. Donc là c'est de l'API Electron. Donc on peut passer plusieurs paramètres. Donc le type de fenêtre. Donc là on veut choisir un fichier. Les filters, donc ça va être les types de fichiers que vous voulez afficher par défaut. Donc là, ici, vu qu'on veut sélectionner une image, on va mettre image et puis les extensions. Et une fois qu'on a notre image, on va du coup renvoyer la sélection de l'utilisateur. Et ce qu'on a voulu faire ici, c'est créer une deuxième fenêtre. Donc c'est ça, c'est ce qu'on voulait montrer en fait, c'est que vous n'êtes pas limité à une seule fenêtre ici. Vous pouvez ouvrir autant de fenêtres que vous voulez. Donc là, ce qu'on a décidé, c'est de faire une nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'éditer l'image. Voilà, on choisit une image. Et du coup, là, on a ouvert une deuxième fenêtre. Donc vous pouvez très bien faire du templating, rester toujours dans la même fenêtre, mais là, on peut aussi faire un comportement multifenêtré. Donc ce qui est quand même ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment sympa. Donc une fois qu'on a fait donc la nouvelle fenêtre, on va vouloir faire tout ce qui est interaction système. Donc on va rajouter ce qui est menu contextuel et ce qui est notification. Donc pour faire un menu contextuel, Electron nous donne encore des classes, donc c'est menu et menu item. Et du coup, quand on va cliquer donc, droit sur un événement, on va ouvrir un nouveau menu. Donc on va instancier un menu, on va rajouter un item dessus. Et comme tout développement JavaScript, quand on va arriver sur cet item, on va dire le callback pour cet item, c'est ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste envoyer un message en disant telle image a été supprimée. Voilà, un épicé, on envoie le mien. Donc là, on va juste dire quelle est la référence quand même de l'image.
Et là, on voit qu'en fait, on est en train d'organiser notre code finalement comme une application web standard avec un back-end, un front-end, et du coup, bah, on s'y retrouve très facilement. Il y a juste le petit point, c'est que bah, une fois que l'image a été effacée, bah, va falloir quand même rafraîchir notre page. Donc on va attendre l'événement comme quoi l'image a bien été effacée, et on va déclencher le rafraîchissement de notre liste. Donc voilà, notre menu contextuel, hop, il fonctionne, et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va aussi rajouter une petite notification. Donc une notification, en fait, comment on fait une notification avec Electron? Bah, c'est juste, on va instancier une notification, donc ça c'est de l'API HTML5, et on va juste lui dire bah, le titre et le body de la notification. Donc pour l'anecdote, hein, on a eu du mal à la faire fonctionner en mode présentation, la notification, c'est juste que Mac en fait désactive les notifications. On croyait qu'on avait un bug, mais en fait, voilà. Et du coup, dernier petit point qu'on veut aborder du coup par rapport à cette démo, ça va être la facilité en fait pour packager votre application. C'est-à-dire que là, par exemple, dans notre package.json, on a rajouté une tâche package qui va, alors petite particularité, ça ne regardez pas trop ce qu'on supprime les packages précédents, mais du coup en fait on voit bien qu'ici on a un plugin qui s'appelle Electron Packager qui fournit du coup un outil en ligne de commande qui va nous permettre en fait de packager notre application avec à destination les plateformes. Donc là on a mis que Windows pour une question de rapidité, mais vous pouvez rajouter du coup Darwin qui est lié à Mac ou Linux. Et du coup définir l'architecture cible. Le petit mot-clé à la fin là qu'on voit, prune, c'est un mot-clé qu'on a eu un peu du mal à trouver. Ça va permettre en fait de ne pas embarquer les dev dependencies au moment où on va packager l'application. Voilà. Donc après, bah, tout simplement, comme n'importe quelle tâche NPM, on fait npm run package. Et du coup là on voit bien que notre commande elle est exécutée et qui lance le packaging de l'application. Bon. On ne va pas attendre pour vous prouver que ça marche bien. On a déjà mis donc, sur une VM Windows notre application. Donc là, c'est l'architecture du package. Alors, il est possible de rajouter une petite option en fait, au moment du packaging pour au lieu d'avoir une archive comme on a là, un simple fichier comme Atom. Donc c'est --asar. Et donc là, si on lance, c'est un petit peu long. On va voir que voilà, l'application se lance bien, elle est fonctionnelle. Et si par exemple on supprime un élément, on voit qu'on a les notifications de type Windows cette fois-ci sans avoir besoin de faire du code spécifique. Voilà. Donc maintenant, on voulait vous parler un peu de tout ce qui vient après, enfin, ou avant, hein, si vous êtes aficionados du TDD, et si les slides reviennent. Voilà. Donc tout ce qui est testing. Alors pour le testing, on est dans le monde Node.js, donc tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en Node.js reste valide. Par contre, pour tout ce qui est un test d'intégration, là on ne pourra pas faire comme avec un navigateur standard. Là on va utiliser plutôt ce que fournit l'équipe Electron, c'est Devtron. Donc Devtron en fait ça va être un framework qui va vous permettre de facilement gérer le cycle de vie de votre application, donc de vérifier quand est-ce qu'elle a démarré, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée, ou si elle a planté. On peut aussi récupérer tout ce qui est metadata très facilement sur les windows. Donc là, dans le petit snippet que j'ai mis, on vérifie que la fenêtre est visible, sa taille, ce genre de choses. Et aussi, on a des facilités pour récupérer des éléments du DOM. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il ne vous impose pas un framework de test. Si vous voulez faire du chai, vous faites du chai, ou si vous voulez faire autre chose, vous pouvez faire autre chose. Donc c'est encore une fois, ils n'ont pas voulu imposer quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est packaging, donc on a vu, on a utilisé nous Electron Packager. Donc ce qu'il faut vraiment noter, hein, c'est qu'on est en mode cross-platform, du 32, du 64 bits, du Windows, du Mac, du Linux. Enfin, là, typiquement, on est sur du Mac et on peut packager pour n'importe quelle plateforme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut packager pour les stores. Donc c'est des packaging un peu spécifiques, où là, par contre, on va devoir commencer à signer notre application, ce genre de choses. Là,
il y a des choses qui sont fournies par Electron, mais il y a aussi quand même pas mal de documentation parce qu'il va falloir voilà, faire des certificats, ce genre de choses. Et pour les Windows installers, c'est pareil. Il y a aussi toute une phase de signature de package. Donc c'est très bien documenté, hein, vraiment là-dessus. Bah, ils ont bien compris que c'était pas forcément évident, donc bah, ils nous expliquent comment faire. Donc tout ce qui est politique de mise à jour, donc comme on disait, c'est soit vous vous basez sur un système complètement à la mano, et donc typiquement il y a un projet qui s'appelle Electron Release Server qui vous permet de gérer vous-même vos mises à jour. Donc ça sera un service REST hein, sur Internet, forcément. Là-dessus, il n'y a pas de magie. Hein. Il faut bien à un moment ou à un autre un point d'entrée pour avoir les dernières informations. Ou sinon, vous pouvez aussi vous baser sur un back-end qui lui, utilise les GitHub Release. On est sur un projet GitHub, hein, donc c'est assez intéressant de rester dans ce monde GitHub. L'auto-update, elle est basée sur un framework qui s'appelle Squirrel. Donc là, c'est pas lié à Electron, hein, c'est un framework qui existait déjà. Donc pareil, c'est open source. Donc ils n'ont pas voulu réinventer la roue et donc à coder, en fait, c'est assez facile du coup. Ça reste on a beaucoup d'exemples sur Internet, donc c'est très facile. Alors du coup, si on peut vous faire un petit peu une petite rétrospective sur ce qu'on a fait par rapport à Electron. Donc tout d'abord, on l'a répété plusieurs fois pendant la conférence parce que c'est vraiment très important. La documentation est vraiment bien faite. Toute l'API Electron est très bien documentée. En termes de courbe d'apprentissage, si vous connaissez JavaScript, vous n'aurez aucun problème parce que, par exemple, si on revient uniquement au step 1 et 2 ou de notre démo où on vous présentait comment créer une fenêtre et comment communiquer entre la fenêtre et le back-end, vous n'avez pas besoin de plus pour faire une application en fait. Le reste, ça va être en fonction de vos besoins, mais vous pourrez vous lancer directement. Donc c'est très rapide. En à peine quelques heures, c'est parti, vous êtes lancé. On a bien sûr à dispo, bah voilà, comme on le disait, tout l'écosystème Node.js, toutes les librairies que vous avez eu l'habitude d'utiliser pour faire du web, vous pouvez les utiliser sans aucune limitation puisque c'est comme si vous étiez dans un navigateur. Dernier point fort, on sait que c'est vraiment une douleur en fait de gérer l'interopérabilité entre les différents navigateurs. Là, vous en supportez qu'un seul et avec le rythme de mise à jour, vous êtes garanti d'être, allez, au maximum 2 versions mineures en dessous de Chrome. Donc c'est vraiment très bien. Et puis bah, c'est très actif, hein, on l'a déjà dit, le rythme des releases, vous êtes sûr de suivre les évolutions des différentes technologies d'Electron d'une semaine à l'autre, quoi. Petit point par rapport à la documentation, avec la sortie de la version 1.0, ils ont créé une application en fait qui va vous montrer directement comment vont interagir les API et vous fournir les snippets qui vont avec. Donc ça c'est vraiment très très bien pour commencer. Et en plus, si on met un petit peu le nez dans le repo Git et qu'on regarde, il y a quelques petits docs en Markdown qui traînent, dont un qui vous explique en fait l'architecture de dossier qu'ils ont utilisé du coup pour faire cette application. Et c'est vrai qu'au début, souvent, on se pose des questions. Comment est-ce que je vais ranger mes sources quelles sont les bonnes pratiques? On va passer pas mal de temps à chercher. Là, vous lissez le petit doc Markdown, tout est expliqué et c'est vraiment bien. Bon, bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a forcément des contreparties un petit peu moins sympas. Ça n'abstrait pas totalement les spécificités OS. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a été obligé de mettre des conditions pour vérifier si on était sur Mac, parce que par exemple, Mac ne ferme pas les fenêtres quand on clique sur la petite croix rouge, il les masque. Donc forcément, il faut tester si c'est Mac et dire voilà, si les fenêtres, toutes les fenêtres ont été masquées, on arrête l'application pour éviter d'avoir le processus qui traîne. Et Electron en fait a pris le parti de ne développer des API uniquement pour les fonctionnalités en fait qui sont communes à toutes les OS. Donc forcément, il va falloir faire un petit peu de code spécifique soi-même. Point négatif, le petit livrable là qu'on a packagé tout à l'heure. Alors il nous manque peut-être certaines options qu'on n'a pas eu le temps de pousser, mais elle fait 150 MO quand même notre archive. Pour une petite application, c'est un peu embêtant. Et dernier point négatif, c'est que du coup là on va pouvoir faire une application qui va marcher sur toutes les OS, mais pas sur les mobiles. Donc du coup, il va falloir encore s'orienter vers des solutions différentes pour pouvoir faire sur mobile, comme par exemple React Native dont on parlait tout à l'heure. J'espère qu'on a pu vous partager notre enthousiasme pour cette technologie. Hein. Donc merci à tous.